Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 24 heures en Alsace. Je vais vous faire rajeunir dans cette émission de 20, 30, 40 ou peut-être 50 ans pour les fans du groupe de musique Ange. Christian Descamps, son fondateur, sera avec nous. Ils sont en tournée pour leurs 50 ans de scène à travers la France, l'Europe et même le monde. On va parler du meilleur de nos terroirs, ce sera bien sûr comme chaque jeudi avec Valérie Zago, gros plan sur le Grossberg cette semaine. Ça se passe du côté de Ribeauvillé sur le terrain et dans les vignes évidemment. On va parler de la fête des peuples du côté du quartier de la Méno à Strasbourg, une manière de se rencontrer entre culture, entre personnes d'origine différentes, à travers l'art, à travers le dessin, à travers la cuisine, à travers la musique, évidemment. Et puis ce livre, 140 conseils pour les parents pour préparer ses enfants à la maternelle entre 0 et 3 ans. Son auteur, le docteur et pédiatre Arnaud Fersdorf, sera avec nous dans cette émission. Pour en parler, on parlera également du magazine du logement et de l'habitat, comme chaque jeudi. Mais on commence bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, 36e jour de grève contre la réforme des retraites et nouvelle journée de manifestation. Plusieurs milliers d'Alsaciens étaient dans les rues de Strasbourg et Mulhouse aujourd'hui. Nous partirons ensuite à Bischwiller où la marionnette est à l'honneur pendant le mois de janvier. Et puis un événement chasse en autre à Strasbourg appelle les marchés de Noël remballés. L'opération Strasbourg Mon Amour prend ses quartiers. Le mouvement de grève contre la réforme des retraites a entamé son second mois et malgré les négociations entre gouvernement et syndicats, les manifestations ne faiblissent pas. À Mulhouse et Strasbourg aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes ont défilé. Fanny Kunz les a suivis. Une mobilisation dans le calme, mais qui ne faiblit pas. Cet après-midi à Strasbourg, parmi les cheminots et enseignants en première ligne depuis le début des manifestations, de nouvelles voix se font entendre, comme les bûcherons, présents pour la première fois dans les rangs du cortège. L'espérance de vie moyenne est de 62 ans pour un bûcheron, 62 ans. C'est une vraie catastrophe. On n'a aucune prise en compte de la pénibilité, aucune. S'il faut que je bosse jusqu'à 67 ans, j'aurai plus de vie, je vais crever quelques années après et c'est tout, et je serai foutu, je ne profiterai pas de ma retraite. Moi j'aimerais bien qu'on puisse partir dignement avant d'être invalide, avant d'être foutu. C'est pas une avancée sociale ça, c'est un retour. Un retour est toujours un point inférieur. Ça c'est pas bien. Je suis prête à perdre encore quelques journées de salaire, à faire grève, pour éviter de perdre 500 € par mois sur ma retraite. Cette semaine, de nouvelles rencontres ont eu lieu entre le gouvernement et les syndicats, mais sans progrès. La réforme des retraites est toujours contestée par les représentants syndicaux qui appellent à poursuivre les rassemblements. Visiblement, le gouvernement n'a pas compris qu'il était temps de se poser, de réfléchir et de ne pas vouloir passer en force. Donc j'imagine qu'il parie sur la lassitude des militants. Donc il faut montrer qu'on ne se lasse pas et qu'on continue. On estime que le patronat doit aussi mettre la main à la poche parce que c'est lui qui nous rend malades dans les conditions de travail qu'on a dans les entreprises. Et donc de ce fait-là, il a aussi une responsabilité dans notre retraite future, quoi. Le gouvernement devrait rencontrer les syndicats une nouvelle fois demain et de nouvelles manifestations sont d'ores et déjà annoncées en Alsace. Et une nouvelle manifestation donc, ce sera ce samedi à Strasbourg. À l'appel de l'intersyndicale CGT-FO FSU Solidaire CNT, rendez-vous place de la Gare à 14h. Et avis aux usagers du TER dans la région, la SNCF s'engage à rembourser intégralement les abonnements du mois de décembre. Pas de démarche à faire pour ceux qui ont un abonnement annuel. Pour les autres, les modalités de remboursement seront prochainement disponibles. L'actualité également ce soir, c'est du sport. Les basketteurs de la SIG étaient hier soir en déplacement en Espagne pour la 10e journée de la Ligue des Champions. À Manresa, près de Barcelone, les Strasbourgeois en noir ont bien mal démarré l'année. Certes, les Espagnols sont leaders du groupe, mais les Alsaciens n'ont jamais été en mesure de l'emporter. Menés tout au long du match, pilonnés par les tirs à 3 points des locaux, les hommes de Vincent Collet accusent 12 points de retard à la mi-temps. En moindre mal, à la reprise, la SIG prend l'eau de toutes parts, encaisse 29 points dans le troisième quart-temps et dit adieu à ses espoirs de victoire. Elle s'incline finalement 92 à 68. Et si la qualification pour les huitièmes de finale reste possible, les Strasbourgeois n'ont plus guère droit à l'erreur sur les 4 derniers matchs. Et la tâche ne s'annonce pas plus simple puisque c'est Monaco qui se présente au Rhenus ce samedi pour la reprise du championnat. Du 7 au 16 février, Strasbourg va redevenir la capitale des amoureux pour cette 8e édition de Strasbourg Mon Amour. De nouveaux rendez-vous sont à prévoir.
poétique, culturelle, mais aussi insolite et décalée, aperçue avec Cécile Motz. Après le marché de Noël et alors que les décorations commencent peu à peu à disparaître, c'est le temps de Strasbourg, mon amour. Le principe, 10 jours pour célébrer l'amour autrement. Et avec cette 8e édition, l'objectif est tout tracé, multiplier les occasions pour les touristes de venir dans la capitale alsacienne. L'année dernière, 30 000 curieux avaient pris part aux événements, dont 20% extérieurs à la ville. Alors même si ce n'est pas beaucoup, cela reste encourageant selon les organisateurs. Quand vous créez quelque chose de toute pièce en France ou en Europe, c'est pas facile de faire venir des gens. Il faut s'inscrire dans la durée, il faut être authentique dans la proposition. On a commencé depuis 3 ans maintenant à avoir des gens qui viennent de l'extérieur, donc ça on s'en réjouit. On a plus de 130% d'augmentation de ce qu'on appelle la taxe de séjour, c'est-à-dire c'est ce montant qui est payé par les touristes quand ils viennent dans une ville. Donc quand cette taxe augmente, on se dit qu'il y a un effet dû à l'attractivité de la ville. Et puis l'autre élément important, c'est que beaucoup de gens viennent maintenant toquer à notre porte pour rejoindre ce festival et proposer des animations, des événements, des manifestations, notamment dans l'hôtellerie. Il y a des hôtels qui proposent des opéras de poche. Par exemple, on fait un opéra dans une chambre d'hôtel. Vous voyez, des petites choses comme ça qui vont dans ce sens de l'inédit, de la surprise. Et c'est ce qui fait le charme, je pense, de cette manifestation. Cette année, les incontournables seront réinstallés comme le Magic Mirror, Place Kléber, ses concerts, ses spectacles et autres moments festifs. En tout, une centaine d'événements seront proposés aux amoureux ou à ceux qui cherchent l'amour. On a des rendez-vous sur la glace, à la patinoire, on a des rendez-vous dans l'eau, à la piscine de Lingelsheim. On a des rendez-vous plus sportifs avec l'Office des sports qui va proposer une promenade en roller. Il y a vraiment des propositions très variées qui doivent en gros permettre aux gens qui sont en couple de célébrer leur amour autrement et aux célibataires d'avoir de jolies rencontres. En 10 jours, on a énormément d'occasions gratuites de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. On peut aller à un concert de musique baroque gratuite, on va avoir Poivre d'Arvor qui va lire du Kundera sous le Café des Amours. À noter que plus de la moitié des événements seront gratuits. Alors entre repas dans le noir, découverte de la ville, mise en place d'une carte de l'amour, les rendez-vous sont nombreux et ça commence le 7 février. Direction Bischwiller à présent, jusqu'au 31 janvier, des spectacles et ateliers de création sont organisés dans le cadre de Janvier manipulé à la MAC, un temps fort autour de la magie de la marionnette et du théâtre d'objets. Louise Sobad a assisté hier à l'atelier de création de machines. Du fil de fer, un peu de bois et beaucoup d'astuces. À la MAC de Bischwiller, Inaya, Zeina, Médiné, Zélia et Léa fabriquent leurs propres machines mécanisées. Au début, on l'avait dessiné. Après, on a fait le contour. Après, on a fixé ensemble. On voulait faire un aigle, mais on a commencé. Et après, on lui a rajouté des cheveux. Donc après, c'était un peu rigolo. Donc on a fait un oiseau rigolo. En fait, quand on voit le dauphin comme ça a l'air super compliqué. Mais en fait, c'est facile à faire. Et pourtant, les petites mains ont dû manipuler pinces, perceuses et marteaux. À leur côté, Magali Rousseau est venue les aider dans leurs travaux. Depuis 15 ans, l'artiste construit des mécanismes poétiques. Au cours des ateliers qu'elle anime, elle accompagne enfants et adultes dans la réalisation d'animaux et chimères en fil de fer, dont une partie s'articule à l'aide d'une manivelle. Une activité originale qui a su conquérir son jeune public. Déjà, ils expérimentent des notions qu'ils ne connaissent pas du tout à la base. La mécanique, c'est pas une évidence quand tu es enfant. Et pourtant, ça se trouve un petit peu partout. Puis après, il y a surtout la poésie du mouvement. C'est-à-dire qu'au début, il y a un dessin. Après, ça se construit peu à peu. Puis tout d'un coup, dès qu'il y a la manivelle, c'est « Waouh !» Et voilà, et moi, c'est ce que j'aime dans la mécanique. Cet atelier a été conçu dans le prolongement de son spectacle « Je brasse de l'air » en représentation à la MAC jusqu'à vendredi. Une plongée intimiste dans la vie de la comédienne. Le public, il est plongé un peu dans un monde obscur où les machines s'animent tour à tour et prennent vie dans la lumière. Et ça parle un peu de mon incapacité à prendre mon envol, alors les tentatives et les échecs.
Le spectacle s'inscrit dans la programmation culturelle de Janvier manipulé, organisée par le Relais culturel de Bichevillers. Au programme, l'avare incarné par des robinets et une Antigone de papier. Janvier manipulé, c'est vraiment un temps fort autour de la marionnette, de la magie et du théâtre d'objets. Le public bichevillérois a un peu l'habitude, on essaie de le pousser encore à travers ce temps fort à venir et à découvrir qu'est-ce que c'est la marionnette actuellement en fait. Qu'est-ce que c'est la marionnette dans la création contemporaine actuelle. Outre les 5 spectacles programmés jusqu'au 31 janvier, un nouvel atelier est également prévu mercredi prochain. Dépêchez-vous, il ne reste que quelques places. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, le premier jeu vidéo Star Wars est sorti sur console et depuis la série a été l'une des plus prolifiques de l'histoire du jeu vidéo. À l'occasion de la sortie sur le grand écran de l'épisode 9 et du dernier jeu en fin d'année, le Pixel Museum à Shelty Game propose une rétrospective avec son exposition L'Empire du Pixel contre-attaque, Camille Roland. En 1977 sortait sur nos écrans le premier épisode de l'univers de George Lucas. 5 ans plus tard, le premier jeu vidéo Star Wars était lancé sur cassette, signant le début d'une série conséquente de jeux des étoiles. Dans son exposition Le jeu vidéo contre-attaque, le Pixel Museum propose de remonter le temps et découvrir comment la guerre des étoiles a marqué les consoles. Et même ceux qui n'étaient pas encore nés à l'époque se prêtent au jeu. Je suis en train de faire un flipper Star Wars. Le but du jeu, c'est de renvoyer... Il y a une petite case tout au fond et c'est de renvoyer la balle dans la case. Voilà, là j'ai failli réussir. Dans le hall d'entrée, des vitrines protègent des pièces rares. Disquettes, jeux d'échecs, cartouches, CD et VHS retracent plus de 40 ans de jeux consacrés à Star Wars. La plupart proviennent de la collection privée du directeur Jérôme Hatton, mais les visiteurs peuvent aussi croiser des R2D2 et autres personnages emblématiques en taille réelle et une centaine de figurines et produits dérivés de la saga. C'est vrai que Star Wars, déjà d'origine, est une licence très forte. On sait qu'ils sont très forts dans les produits dérivés. Et le jeu vidéo en fait partie. Et on le voit avec tous les jeux qui sont sortis. On parle de plus de 200 jeux, mais sur plusieurs consoles. Donc on parle de 40 ans de jeux vidéo. Donc c'est des dizaines de consoles de différentes générations qui sont parties. Alors là, on a pu le voir sur la dernière génération, type PS4, Xbox, où il y a eu des collecteurs qui ont été faits. Donc c'est assez sympa. Aux couleurs de Star Wars, il y a même une Xbox 360 où elle fait le bruit de R2D2. Donc c'est vrai que c'est vraiment des petits clins d'œil qui sont sympas. Et on a aussi des jeux électroniques qui ont été faits, on a des jeux aussi sur cassette vidéo, donc ça a vraiment inspiré le jeu vidéo sur plein de sens. L'originalité du musée, c'est aussi de proposer aux visiteurs de prendre en main les manettes et parcourir les jeux. Des plus anciens que l'on peut tester sur une bande d'arcade Star Wars Racer datant des années 2000, jusqu'aux plus récents grâce à une zone de gaming. Je suis en train de jouer au jeu Star Wars Racer sur Nintendo 64, donc, qui est un passage assez mythique du film La Menace Fantôme, donc l'épisode 1. Et on rejoue la course de pod, notamment de Anakin. Et donc là, c'est vrai que c'est un jeu qui a beaucoup plu et qui a marqué pas mal de générations. Et c'est vrai que c'est un peu le concept des jeux Star Wars, c'est de revivre un peu les films qu'on a pu connaître, rejouer l'aventure, se mettre à la place des personnages. Et c'est vrai que c'est ça qui plaît beaucoup dans les jeux Star Wars. Ouais. Au fil du temps, les jeux ont suivi l'épopée des Skywalker, mais aussi les évolutions technologiques du 10e art. C'est le tout dernier jeu qui est sorti, donc Jedi Fallen Order, qui est sorti sur PS4, Xbox One. Donc on est vraiment sur une évolution graphique qui n'a rien à voir effectivement avec les premiers jeux. Et là, du coup, c'est la même chose, on est dans l'univers Star Wars, qui ne reprend pas forcément les films, mais du coup, c'est plus l'univers étendu. En attendant la fin de l'exposition intergalactique le 30 janvier prochain, les visiteurs pourront toujours se mettre dans la peau d'Anakin Skywalker en pleine course de vaisseau ou encore déjouer les Stormtroopers avec le dernier jeu Fallen Order sorti en novembre dernier. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Olivienne. Elles sont aussi en Alsace et les Vosges ont pris de bonnes résolutions pour 2020. Leur compte Vosges qui peut va vous proposer tous les mois 2 nouvelles attractions. Ce mois-ci, le nouveau parcours de luge sur rail du Lac Blanc avec une descente à 35%, une vrille à 360 degrés et même un tunnel. 3 randonnées à raquettes sont également proposées. Vosges qui peut vous promet plein de découvertes inédites, facilement accessibles depuis les villes alsaciennes. Et leurs photos sont superbes, alors n'hésitez pas à rejoindre leur communauté sur Facebook et vous abonner à leur newsletter sur leur site.
Merci beaucoup Anna pour ce JT. Vous restez avec nous ce soir, on va accueillir les invités de la première partie de cette émission. Venez nous rejoindre, on sera avec Christian Descamps du groupe Ange, 50 ans de scène, on va en parler ce soir, ils seront en concert en Alsace très bientôt. Également Vincent Leport et Bonini Aoré, on va parler musique aussi également, mais fête des peuples en général. Installez-vous tranquillement autour de cette table, tout de suite c'est la météo de Sada et on en parle juste après. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Eh bien, c'est un vendredi avec quelques perturbations. Si vous êtes notamment dans le Bas-Rhin ou encore du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Wurtemberg, partout ailleurs, éclaircies et passages nuageux. Les températures en ce vendredi matin, il fera 6 degrés à Saverne ou sur l'ensemble du Haut-Rhin en passant par le nord de la Suisse, 7 degrés de Wissembourg jusqu'à Strasbourg et 8 degrés si vous êtes chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg. L'après-midi, toujours des perturbations si vous êtes à Strasbourg, Wissembourg ou encore chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg, partout ailleurs, toujours la même chose, des éclaircies et des passages nuageux. Les températures dans l'après-midi, il fera 8 degrés à Saverne, 10 degrés de Strasbourg jusqu'à Sélestat et 9 degrés partout ailleurs en Alsace ainsi qu'aux frontières rhénanes. Votre journée de samedi, eh bien le soleil est de retour, des températures qui sont cette fois-ci beaucoup plus de saison puisqu'il fera entre 5 et 7 degrés dans votre après-midi. En ce vendredi, nous célébrons les Guillaume. Bonne fête, le soleil se lèvera à 8h19 pour nous dire au revoir à 16h53. Excellent moment à tous et à demain. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Notre premier invité ce soir va vous faire peut-être rajeunir de 20, 30 ou même 40 ans. Nous sommes ravis d'accueillir Christian Descamps. Bonsoir. Bonsoir. Auteur, chanteur, compositeur, écrivain aussi. Oui, comédien. Et surtout fondateur et leader du groupe Ange, un groupe qui fête à la fin du mois, on sera le 31 janvier, ses 50 ans de scène. C'est le plus vieux groupe français ? Oui, à être passé inaperçu. C'est la formule que j'adore. Le groupe français le plus connu à être passé inaperçu. Inaperçu, oui. Le concert des 50 ans et pour la tournée des 50 ans, ça commence au Trianon à Paris, c'est déjà complet. Et vous aurez une date en Alsace, vous serez sur la scène des Tanzmatten du côté de Sélestat le 8 février. J'en connais qui ont déjà leur billet. Oui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Ange, il faut vous rafraîchir la mémoire parce que c'était votre prime jeunesse. Ça naît donc au tout début des années en 1970. Oui. C'est une grande période d'effervescence musicale, c'est la naissance du rock progressif notamment. On vous compare un peu à Genesis, même si vous n'aimez pas du tout la comparaison, pas trop en tout cas. Quand on lance simplement un groupe à 23 ans, est-ce qu'on rêve ou est-ce qu'on imagine être encore sur scène à 73 ans là, Pas du tout, c'est la conscience plus totale. Et je suis toujours aussi inconscient, je continue. Et je me demande ce que je vais faire dans les 50 prochaines années, je veux dire. Vous avez créé ce groupe comme en 1969, vous démarrez véritablement en 70. C'est une période de grande effervescence musicale, ça. Il y a plein de nouveaux courants, de choses qui apparaissent. Il y a des courants extraordinaires. Quelle est l'étincelle qui vous fait accrocher à un style où vous dites c'est parti, c'est ça qu'on veut faire? Tous ces gens, ça a été les Beatles avec Sgt. Pepper's et puis Procol Harum, des groupes comme les Moody Blues qui ont fait un album symphonique, et puis les King Crimson et tous ces gens-là, quoi. Alors on parle d'un Genesis français, un autre sujet. En fait, on a commencé en parallèle ensemble, Genesis et nous, et on s'est connus. On tournait en fait, on s'est croisés. En se croisant, on tournait. Donc finalement, non. Mais en France, on aime bien trouver quelque chose à la française. Et on n'a jamais parlé d'un Georges Brassens anglais. Est-ce qu'on a dit à Genesis qu'ils étaient les anges anglais? Voilà, c'est un truc qui est dans le métier du journaliste de dire c'est un tel, il est. C'est aussi pour aider les gens qui ne connaissent pas parfois, pour aider, c'est de donner une passerelle. Mais si vous voulez, le plus simple, c'est d'écouter ce que ça donne en vrai, et bien regardez ce que ça donne Ange aujourd'hui. Il est le
quand on fait 50 ans de scène, quand on traverse un petit peu les époques, les courants, les modes, quand le groupe change, parce que forcément vous avez été entouré de musiciens différents, vous êtes quand même toujours resté beaucoup dans le même style? C'est un groupe, un style musical où vous avez l'impression d'être resté fidèle à une certaine ligne, à un certain style? Ben, on n'a jamais analysé, enfin moi en ce qui me concerne, je n'analyse pas ce que j'écris et ce que je fais. J'ai envie de le faire parce que ça me donne des frissons. Et quand j'écris un truc et je me dis, ah ben, quand je vais jouer ça sur scène ou quand je vais le chanter ou quand ils entendront le chorus de guitare d'Hassan, enfin, j'imagine que les frissons que le fonctionne au feeling, à l'émotion. C'est ce qui est intéressant dans l'art, c'est de les ressentis, quoi. Je pense que rien ne se mesure, tout se ressent dans l'artistique. Alors que maintenant, on mesure le talent au nombre d'albums vendus, quoi, je veux dire. Mais c'est devenu un... Bonne ignoré à votre côté qui est musicien aussi, on parlera de la fête des peuples à Véno, acquiesce depuis le début. C'est trop souvent la jauge, c'est tu vends, t'es bon, tu vends pas, t'es pas bon, quoi. Oui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est les albums. Sinon, c'est d'abord, comme il dit, c'est qu'on ressent. Et il faut d'abord aller dans la profondeur de la musique, ce qui suscite, ce qui a inspiré l'image, la couleur et tout ça. Et c'est pas forcément le nombre d'albums, c'est le ressenti de la... Et l'émotion. L'émotion quelque part, le ressenti du compositeur. Christian acquiesce à son tour. Vous avez toujours été très inspiré par le Moyen-Âge, par l'histoire, par le temps. Il y a toujours eu un rapport particulier au temps, un petit peu dans l'histoire de ce groupe. On est inspiré partout ce qui vit, même la mort, parce que ça fait partie de la vie. La vie, la mort, l'amour et l'imaginaire. Parce qu'on vient de l'imaginaire, la naissance. On ne sait pas ce qu'on fout sur cette terre. Et on retourne à l'imaginaire, la mort. Et en fait, on a fait un rêve, notre vie est un rêve, et c'est à nous de combler les lacunes, d'apporter 60% de bonheur, et parce qu'on a besoin des 40% de... Je ne vais pas dire le mot, mais... Mais c'est vrai que l'art, c'est ça, c'est surtout... Enfin, je peux mourir à la seconde, ça a été un bonheur de vivre ma passion. C'est une passion, et c'est de la vivre, quoi. Et de gagner sa vie. C'est ça le secret de durer 50 ans, c'est la passion? Ben, c'est parce qu'il ne faut pas y penser. Il faut y aller. C'est sûr que quand j'avais 23 ans, j'ai pas dit je jouerai jusqu'à... non. On en rêve. Parfois, il y en a peut-être qui rêvent de se dire je serai comme certains groupes, je jouerai à 70 ans sur scène. C'était pas l'objectif, quoi. Non, on peut y aller. Bon, Aznavour est allé jusqu'à 93 ans. Et tout dépend. La vie, ça nous donne le temps de faire tout ce qu'on a à faire, quoi. Il y a la vie, il y a le temps, pardon. Il y a les mots aussi. Enfin, vous avez toujours écrit, vous avez écrit à côté, même en dehors de la musique. Vous avez un rapport aux mots, à la langue française, à la poésie ça fait partie de l'ADN aussi de ce groupe. C'est magique. Et d'ailleurs, avec Ange, c'est les mots et les notes font l'amour, quoi. C'est ce qui se passe. Et donc, moi, le groupe, c'est comme ça, je l'ai toujours vécu. Et c'est vraiment un plaisir. Ce sont des larmes de joie, des larmes de bonheur et aussi des larmes de spleen. Et il y a plein de petites histoires. Tous les titres de Ange sont des histoires qu'on pourrait monter en court-métrage, en film ou en pièce de théâtre. Ouais, parce que ça raconte vraiment des choses comme ça. Et puis il y a aussi l'écriture spontanée, qui c'est vraiment intéressant. Les tout débuts, où on écrivait comme ça les mots qui venaient... Bon, un peu plus tard, sur une inspiration. Voilà. Juste parce que le temps file, justement. C'est une histoire de famille aussi. Vous avez joué très très longtemps avec votre frère. Votre fils maintenant joue dans le groupe, il joue du clavier, il chante également. Est-ce qu'il y a un avenir pour Ange? Est-ce que Ange peut continuer après Christian Descamps à travers le fils, peut-être? Déjà, oui, mon frère a fait les premiers 25 ans et mon fils fait les seconds. Mais oui, il peut y avoir quelqu'un, si quelqu'un sent le courage de
de le faire, c'est mon vœu le plus cher, quoi, je veux dire. C'est mon vœu le plus cher. Les 50 ans de Ange, c'est sûr. Vous restez avec nous, Christian Descamps, ça sera sur la scène des Tanzmatten, notamment le 8 février du côté de Célestat. Vous n'êtes pas très loin, vous êtes juste au sud de l'Alsace, vous viendrez en voisin, ou presque. Vous restez bien sûr avec nous, on continuera de suivre ça, on va parler avec vos voisins de gauche, avec Bonnie Niaoré, avec qui vous avez déjà des atomes crochus de musique, de la Fête des Peuples, c'est un événement qui se passe dans le quartier de la Méno à Strasbourg, ça sera ce dimanche. Vincent, le concept en quelques mots, c'est quoi? C'est faire se rencontrer les habitants d'un quartier, alors qu'on va dire prioritaire de Strasbourg, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous connaissez déjà bien. Les faire se reconnaître à travers, c'est juste à côté en Bien l'occurrence, sûr. mais pour les non-strasbourgeois, c'est faire se rencontrer les habitants d'un quartier à travers un événement, à travers la fête, à travers le spectacle, à travers la musique. Chaque année, au mois de janvier, on fait ce qu'on appelle la Fête des Peuples, et on invite toutes les associations du quartier à participer en mettant en valeur leur culture, mais aussi en faisant connaissance avec celle des autres. Et ainsi, la fête se déroulera en 2 temps. Il y a d'abord un repas qui commence à 11h30 jusqu'à 14h dans la grande salle du centre socioculturel, où il y aura 8 stands de nourriture qui seront nourriture, tenus. C'est comme la musique, ça Oui, rapproche, c'est comme ça qu'on échange. C'est 8 associations qui montreront des spécialités culinaires de leur culture. Et ces associations, il y aura des associations. Alors le thème qu'on a choisi, nombreuses, mais c'est vrai que le thème de cette année, effectivement, vous mettez le focus parfois sur une région du monde ou sur un pays, c'est dédié à l'Afrique noire. On a choisi cette année de travailler particulièrement sur l'Afrique noire. Oui. C'est comme ça que vous êtes retrouvé, Bonnie, vous qui êtes musicien, aussi auteur, aussi compositeur, aussi percussionniste notamment. C'est comme ça que vous êtes retrouvé dans l'aventure. Je voulais y venir. On aura 8 stands de nourriture et puis 11 petits spectacles qui vont se succéder et un spectacle principal qui est préparé avec la participation de Bonnie et avec des femmes d'origine africaine et des enfants du quartier qui sont en classe à horaire aménagé, chant choral. Bonnie, c'est à ce moment, à quel moment vous intervenez, vous, pour la partie musicale du coup, en tout cas, de cette journée? Juste après, comme il disait, après donc, la partie culinaire, j'ai fait déambuler avec les percussions de l'espace centre socioculturel jusqu'à l'espace du spectacle. Donc là, je suis là aussi pour organiser, faire la mise en scène, comment faire retrouver toutes les associations et mettre un dialogue, mettre un discours à travers leur tradition, leur culture. C'est une fête qui est préparée aussi, c'est ça, dans les semaines qui précèdent, avec les habitants, les enfants, les ateliers artistiques, etc. Voilà, exactement. Donc on fait venir des enfants percussionnistes, qui sont d'ailleurs même mes élèves, les enfants danseurs et des adultes percussionnistes et des chanteurs, des chorales, ainsi de suite. Donc j'essaie d'organiser tous ces groupes-là pour en faire un spectacle qu'on a intitulé « L'Afrique, qui es-tu » Vincent, le quartier de la Méno, pour ceux qui ne connaissent pas à Strasbourg, c'est combien d'habitants et surtout combien de nationalités, combien de cultures qui cohabitent? C'est 15 000 habitants. Il y a d'une part, au départ, un quartier de villa, et puis dans les années 60, il y a eu la création du Grand Ensemble de la Canardière. Et à un certain moment, il y avait vraiment une scission, une séparation entre la composition sociale de ces deux quartiers. Et en ce moment, il y a une rénovation urbaine du Grand Ensemble avec l'intervention de plusieurs promoteurs qui sont venus s'intégrer dans le bâti, la démolition de grandes bars et de tours, qui fait qu'il y a une diversification du quartier. Maintenant, on invite tous les habitants de ces nouveaux immeubles qui ont été créés sur le quartier à venir participer aux animations du quartier. C'est toujours... c'est facile ou c'est compliqué d'attirer les gens, de les sortir de chez eux, de les faire se rencontrer? C'est plus difficile? Vous avez du recul sur beaucoup d'années. La tendance, c'est quoi aujourd'hui? Je crois qu'il faut qu'on fasse un événement assez fort pour donner envie aux gens de sortir de chez eux pour venir nous rejoindre. Sinon, le plus simple, c'est d'aller à Auchan ou d'aller en ville ou d'aller aux animations qui sont proposées au centre-ville. Mais on est quelques associations sur le quartier qui essayons de créer des moments forts pour que des choses intéressantes se passent sur le quartier. Et la Fête des Peuples, c'est un de ces moments forts. Bonnie, pour terminer, c'est la musique, vous, ce que vous faites au quotidien avec des cours, avec des classes, avec des concerts, on est dans cette logique aussi de se rencontrer, d'échanger. Voilà, exactement, donc de mettre un peu en valeur tous ces enseignements-là. Tous ces enseignements-là, on invite les élèves qui, comme je disais tout à l'heure, pour faire la traversée rythmique
à travers les chants et danses et percussions. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau ce soir. On va libérer Bonnie parce qu'il y a répétition justement ce soir. On va laisser filer, c'est pas très loin. On rappelle que la fête des peuples, c'est ce dimanche 12 janvier du côté du quartier de la Méno à Strasbourg. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve juste après une courte page de pub, parler notamment avec Arnaud Pfershoff de cet ouvrage 140 jeux d'éveil pour préparer son enfant à la maternelle. On reparlera un petit peu du groupe Ange et des 50 ans de scène et de tournée de ce groupe. C'est juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Toujours en direct dans 24 heures en Alsace, on va parler de cet ouvrage 140 jeux d'éveil pour préparer son enfant à la maternelle avec son auteur Arnaud Pfershoff. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez un visage connu à la télé, vous êtes chroniqueur dans une émission notamment qui parle justement de l'éveil des enfants de cet âge-là. Vous êtes médecin et pédiatre notamment à Strasbourg depuis fort longtemps. C'est votre nouvel ouvrage. Je suis très inquiet, il faut un guide pour préparer son enfant à la maternelle. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. Mais l'objectif, c'est d'accompagner son enfant avec la bienveillance de 0 à 3 ans. C'est l'objectif de ce livre-là, sans tomber dans des choses trappes. C'est-à-dire parfois, en tant que parent, on commet tous des erreurs, et pédiatre y compris. Hein. Souvent, je donne plein de bons conseils, mais parfois, je suis le premier à ne pas les avoir suivis quand mes enfants étaient plus jeunes. Et l'idée, c'est ça, c'est d'accompagner dans la motricité, dans la confiance en soi, dans la bienveillance, dans tous les domaines des acquisitions des enfants à cet âge-là. C'est pas que pour la maternelle, hein, Et c'est pour, ça prépare surtout à après la bienveillance dont vous parlez, c'est celle aussi que les parents doivent transmettre aux enfants. Donc c'est pour donner confiance aux parents et aux enfants, parce que la confiance des parents, on la retrouve chez les enfants. Ben oui, un exemple très simple, l'enfant qui à 9 mois, 10 mois commence à être debout et qui a envie de monter les escaliers, et on ne l'a pas vu, il a échappé à la vigilance, tout d'un coup il est en train de monter les escaliers. Souvent la réaction c'est de dire « attention, tu vas te faire mal ». Et en fait non, il faut l'accompagner, lui dire « tiens, tu as envie d'essayer de monter l'escalier ?» Tu as envie de souffler dans un trombone, tu as envie de faire quelque chose, fais-le, je suis là, je suis derrière toi. Ça n'a l'air de rien, mais c'est essentiel dans le lien avec l'enfant et pour qu'il prenne confiance. Et même si tout est organisé par tranche d'âge, tous les enfants ne vont pas non plus au même rythme. Bien entendu. L'exemple typique, c'est le 4x4. Le 4x4, j'en parle, j'ai des exemples de jeux. Alors le principe du livre, c'est de pouvoir montrer à l'enfant, de faire avec l'enfant avec des objets qu'on a à la maison. Si on a une guitare à la maison, une petite guitare, on va montrer, on va lui montrer ce qu'on peut faire. On ne va pas acheter des objets pour ça. Et l'idée, c'est, par tranche d'âge, de l'encourager en fonction des moyens et des développements qu'il peut faire pour cette tranche d'âge-là. Avec effectivement, parfois, des ustensiles ou des choses très simples. Donc c'est séquencé par âge, évidemment, selon les âges de l'évolution. Et c'est vraiment des petites fiches, hein, une page recto verso maximum, avec à chaque fois un petit objectif, un jeu, une forme d'encadrement. C'est accompagner, comme dit, pour monter l'escalier, c'est taper dans un ballon. C'est vraiment des choses qu'on peut faire au quotidien, à différents moments de la journée. Mais surtout être bien accompagné et le faire dans le bon sens. Parce que parfois, on veut mettre trop de pression sur l'enfant. On a une obligation de résultat. On veut qu'il marche. On veut le tenir par les mains parce qu'on est fier que son enfant marche. Et alors, en fait, on brûle les étapes. Et le problème, c'est que l'enfant va se sentir obligé de faire plaisir à papa-maman, alors que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que lui, il y arrive. C'est que lui, il fasse, en fonction de ses étapes à lui, sur l'éveil sensoriel, sur le langage, parce que je parle du langage, sur l'exemple du 4x4 dont je parlais avant. Pourquoi c'est utile? Ça n'a l'air de rien. Pourquoi c'est bien de faire du 4x4 avant de marcher? Mais il y a des enfants qui ne font jamais de 4x4, ou qui le feront plus tard. Eh bien, le 4x4, c'est tout bête, c'est qu'on avance en ouvrant la main. Et l'enfant a 6 mois, 7 mois, 8 mois, avance en ouvrant la main, il pose la main, du coup c'est de l'apraxie, et du coup ça va l'aider pour tenir le crayon plus tard. Ça n'a l'air de rien, mais vous voyez, tout ça, c'est des on a planté une petite graine. C'est quoi la différence, la limite entre stimuler et puis et pousser trop fort? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que parfois on a envie d'essayer quelque chose de nouveau, mais l'enfant n'est pas forcément prêt. En fait, je dirais que un exemple aussi, il y a une fiche dont je parle là-dedans, c'est la fameuse DME. On n'aura pas le temps d'en parler là, mais la diversification menée par l'enfant qu'on fait à l'âge de 6, 7, 8 mois. On ne donne plus à la cuillère la purée à l'enfant, mais on va déposer devant lui des morceaux d'aliments qui ont la taille de son poing fermé, et c'est lui qui va prendre et qui va mener à la bouche. Ça, c'est pas évident, parce qu'un parent, il a peur que son enfant fasse une fausse route. L'idée, c'est justement d'apprendre à faire confiance à son enfant pour que l'enfant ait confiance en lui. C'est tout le principe.
Ça s'appelle 140 jeux d'éveil pour préparer son enfant à la maternelle. C'est en librairie depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, et je le présente à la librairie Kléber, samedi à Kléber à Strasbourg, samedi le 18 à 15h. Merci voilà. beaucoup Arnaud Pfersdorf d'être venu sur ce plateau ce soir. Un mot tant que je vous tiens sur, on parle évidemment toujours, dès qu'on a un pédiatre, des tablettes, des écrans. Votre point de vue de professionnel sur les écrans avant 3 ans, puisque là en l'occurrence on est sur 0-3 ans. Oui, mais alors... Bon, il n'y en a pas là-dedans. Pour faire court. Non, il n'y en a pas là-dedans. Pour faire court, il faut retenir avant 3 ans, 0 écran. On est tous d'accord là-dessus. Après, c'est un autre sujet. Il faut faire confiance à l'enfant parce que l'écran, il va apprendre des choses. Mais il faut faire avec tact et mesure. Et il faut adapter aussi en fonction de l'enfant. S'il y a une fratrie, parce qu'évidemment, les grands, eux, ils voient plus. Donc, le plus jeune, il est jaloux, etc. Donc, un vrai sujet d'actualité. Mais pas avant 3 ans. Oui. Fermé définitif. Ouais. Merci beaucoup Arnaud Pfersdorf d'être venu sur ce plateau ce soir. Il nous reste une petite minute avant de se quitter. Christian Descamps, on rappelle le concert, la tournée des 50 ans du groupe Ange. La date alsacienne, ce sera du côté des Tanzmatten à Célestat le samedi, je sais pas si c'est un samedi, le 8 janvier, en tout cas, le 8 février, pardon. Le 8 février, c'est un samedi. Oui. C'est un samedi, le 8 février en tout cas. La recette du bonheur, on a vu les enfants de 0 à 3 ans, la recette du bonheur en musique à 73 ans, c'est quoi? Oh là, c'est toujours sur le rêve. Tout simplement, c'est ça la recette. C'est vivre... c'est ce que je dis toujours, j'ai pas trouvé d'autre moyen pour vivre que de vieillir. Alors donc, c'est ce que j'ai fait avec ce groupe et j'en suis vraiment ravi. Et puis de voir... C'est un ravissement. J'ai dit, vous avez vu votre public aussi évoluer avec vous et vous suivre depuis tout ça. Ah bah oui, il y a 3 générations. Enfin, il y a puis maintenant, des tout petits, même la 4e qui arrive. C'est fabuleux. C'est un vrai bonheur. Et il y aura encore des larmes. On va rencontrer encore plein de gens sur la route. Et il y en a plein qu'on connaît, qui viennent nous voir. C'est vraiment plus qu'une famille. C'est tribal. Ça a toujours été, vous avez toujours vraiment pour finir très tourné sur la scène et parfois même sur les petites scènes. Enfin, vous étiez presque un groupe de balles entre guillemets au départ. Il y a toujours cet esprit-là aussi. Ouais, on a fait des toutes petites salles et des très grandes. Les tout premiers concerts en 70, on a joué à Centre culturel à Colmar devant 50 personnes, quoi, je veux dire. Et puis après, 2 ans après, il y avait 600 personnes, quoi, je veux dire. Et puis après, ça grimpe comme ça vient. Oui, on a fait le Johnny Circus avec un type épatant, parce que à l'idée, j'en garde un souvenir extraordinaire. Merci beaucoup Christian Descamps. Je suis désolé parce que le temps nous manque. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau d'Alsace 20 ce soir. C'est très gentil de m'avoir invité. Et puis des invités formidables. Juste à côté de, pas très loin de Célestat, Ribeauvillé, on parle des terroirs avec Valérie Zago. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Ribeauvillé, au domaine Louis Sipin. Suivez-moi. Bonjour Étienne. Bonjour Valérie, bienvenue au domaine Louis Sip. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Superbe journée. Hein. C'est Ribeauvillé. Donc l'occasion idéale pour parler de votre vignoble directement dans les vignes. On y va. Je vous suis. Ne perdons pas de temps. Merci. Alors Étienne, nous voici au cœur du vignoble de Ribeauvillé. Donc la maison Louis Sipin, c'est 40 hectares, 70% de cépages nobles, essentiellement des vieilles vignes, mais surtout c'est 11 crus issus des terroirs de Ribeauvillé. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait, donc Ribeauvillé sur son champ de fracture, il faut imaginer pour faire simple un clavier de piano. Les différentes touches représentent les différentes surfaces géologiques qui affleurent en surface. Donc on a derrière nous des granites du Précambrien, donc des très très vieilles roches, des mouchelcalques derrière en face. Ici on est sur du marneau calcaro-gréseux et on pourrait décliner. Oui, il y a énormément de sols et de sous-sols possibles, hein, c'est les principaux en tout cas. Voilà. Il y a également une particularité au niveau du microclimat. Oui, les vents catabatiques, ou tol-ventala comme on dit, et qui nous étendent la période de maturation des raisins. Avec une vraie implication au niveau des arômes, entre autres. Hein. Voilà. Pour nos cépages, il faut un grand nombre de cycles entre les températures nocturnes et diurnes. Donc, en étendant le nombre de cycles, on augmente la complexité aromatique de nos cépages. Et c'est cet ensemble qui donne la très belle réputation des vins de Ribeauvillé. Voilà, ça leur donne potentiel de garde. Oui, important, il faut le préciser. La fraîcheur donne aussi le support des arômes. Et surtout, lorsqu'on a les vins à table, on a des vins pleins d'énergie, pleins de vivacité et des vins de soif. Oui, mais que l'on aime aussi partager avec la gastronomie. C'est un peu le but.
Alors Étienne, nous voici dans le cru Grossberg. Vous souhaitiez nous en parler parce qu'il a plusieurs particularités, lesquelles? Oui, donc là on est sur un endroit soumis à un double vent. De lui. Donc cette double aération permet de maintenir un état sanitaire parfait pour les raisins. Et c'est absolument primordial pour une vinification en rouge. Le pinot noir se comporte admirablement bien sur ce terroir. Oui, grâce aussi à son socle marno-calcaro-gréseux. Ça donne plutôt des vins de quel type? Plutôt de garde, hein? Ça donne des vins de garde qui mettent environ 10 ans à s'ouvrir. D'accord, il faut être un peu patient. Hein. Mais on s'en occupe pour vous. C'est génial ça. Et donc la patience, vous en avez aussi, parce que vous avez demandé, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le classement en premier cru sur le Grossberg. Oui. Il s'en est où du coup? Alors les échantillons ont été dégustés par la commission de l'AVA et avec un retour plutôt positif. Donc on espère avoir une variante rouge et une variante blanc très bientôt. Bon, du coup, Étienne, vous en doutez, hein, pour le fameux pique-nique, j'ai envie de goûter ce pinot noir en Grossberg. Je vous propose d'aller en cave pour faire la dégustation. On y va. Je vous suis. Alors Étienne, vous venez de nous servir un vin rouge du Grossberg, justement, en 2015. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce vin? Un vin de grand potentiel issu d'un millésime solaire. Oui, c'est 10 ans en général. 10 ans, donc pour les gens pressés, la carafe est toujours utile. Et surtout un vin qui exprime son endroit. Tout le message du lieu se trouve dans la bouteille. La verticalité issue des vents froids, l'horizontalité des terroirs sédimentaires. Donc là, on a vraiment l'expression du terroir. Un vin issu d'un ensemble de caractéristiques. Voilà, et qu'on retrouve dans le verre, en bouche. Et on le sert avec quoi? On va déjà dire avec quoi on ne le sert pas, à mes yeux, éviter les fromages. Très mauvaise idée. Hein. Il y a suffisamment de vin blanc pour les fromages. J'irai sur la petite terrine qui nous fait... Terrine aux châtaignes. Oui. Version pique-nique quand même. Hein. Fait de l'œil. Ouais, bon. Et de manière plus insolite, les chocolats. Les chocolats noirs. Ça va rajouter des épices. Hein. Des épices, l'association des amers en bouche fonctionne très bien et on a vraiment un développement en bouche d'arômes nouveaux qui est absolument magique. Ça donne envie, hein, Étienne. À votre santé. Santé. Et vous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain. Et on retrouve Valérie Zago tous les jeudis pour le meilleur des terroirs alsaciens. On va parler logement maintenant dans le magazine, du logement et de l'habitat. L'autre rendez-vous du jeudi soir avec un gros plan sur la Cibar, la société immobilière du Bas-Rhin qui exploite du côté de la Méno la plus grande chaufferie biomasse de France. Une chaufferie qui a valu une Marianne d'or du coup remis à la Cibar. Fanny Kunz était présent lors de cette remise. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau 24 heures en Alsace. On parlera sport notamment. Demain, vendredi, c'est Lionel Augier qui sera aux manettes. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20 pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la Cibar. Aujourd'hui, nous sommes au conseil départemental du Bas-Rhin parce que la Cibar obtient justement la Marianne d'or du développement durable. Alors, c'est un concours qui a été mis en place en 2007 lors du Grenelle de l'environnement et qui récompense des projets d'envergure européens, français. La Cibar obtient cette distinction dans le cadre du développement de sa chaufferie collective de biomasse à pellets de bois qui a été mise en place il y a 2 ans et demi dans le quartier de la Méno. Je vous propose de nous accompagner lors de la cérémonie. Bonjour Étienne Wolf. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est ici au conseil départemental du Bas-Rhin parce que la société immobilière du Bas-Rhin a remporté cette fameuse Marianne d'or dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça représente justement pour la Cibar d'obtenir cette Marianne d'or ? Bien écoutez, c'est une reconnaissance du travail qui est fait sur le terrain pour la Cibar, c'est-à-dire d'essayer d'être le plus proche possible de la population, de réduire les charges par la démarche que nous avons faite. Je crois que c'est un grand moment aujourd'hui pour nous.
Alors cette chaufferie collective, ça fait à peu près 2 ans et demi maintenant qu'elle a été allumée, surtout on va dire. C'est le 2e hiver vraiment que les locataires en bénéficient. Remporter cette Marianne d'Or pour ce projet-là, c'est un projet quand même énorme pour la France, énorme au niveau européen. C'est une excellence en fait ce projet. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est-à-dire ce travail qui a été fait en amont à un certain moment très difficile parce que personne n'y croyait. Et donc nous l'avons réalisé et le retour est là aujourd'hui. C'est-à-dire nous arrivons quand même à chauffer un grand quartier, 1400 logements, une église, des commerces, répondre aux attentes des locataires, réduire leurs charges. C'est quelque chose de formidable. Il y a une économie d'énergie de 20 à 30% de charges, c'est ça ? Exactement, 20 à 30%, c'est beaucoup quand on sait aujourd'hui que des gens sont souvent dans des situations très difficiles. Si on peut leur réduire les charges, c'est avec plaisir. Alors ça a un impact pour vous au niveau de la Cibar, ça a un impact pour le département aussi. On vient d'interviewer Frédéric Berry, on l'écoute tout de suite. C'est une fierté à la fois, parce que les Marianne d'Or, c'est quand même une réputation nationale, une reconnaissance nationale de notre action. C'est saluer le travail d'une équipe, la Cibar, qui est un bailleur social du département, qui a réussi l'exploit à travers cette démarche autour d'un réseau de chaleur, d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens en réduisant leur charge énergétique. C'est un enjeu aussi environnemental avec un réseau de chaleur bois. Les énergies renouvelables, c'est l'enjeu aussi. Si on veut décarboner notre pays, réduire l'impact sur l'environnement, eh bien, il faut qu'on développe les énergies renouvelables. C'est une démarche partenariat public-privé avec des entreprises alsaciennes qui ont contribué à cette réussite, à la fois industrielle et artisanale. Donc on salue aussi le savoir-faire de nos entreprises. Donc en fait, c'est gagnant sur tous les champs, social, économique, écologique, et donc on en est très fiers. Alors c'est un enjeu actuel pour vous. Quel est l'avenir en fait justement pour ce projet et pour la Cibar suite à l'obtention de cette Marianne d'Or ? Écoutez, vous savez que la Cibar va demain fusionner avec Opus 67 pour devenir une nouvelle structure qui sera appelée Alsace Habitat. Et nous avons bien sûr cette volonté de continuer sur le territoire, de mettre les réseaux de chaleur en place chaque fois que c'est réalisable, à la demande bien sûr des élus du territoire qui veulent aller dans cette direction-là. C'est un enjeu formidable, mais je crois qu'on est capable de le réaliser. Alors le secrétaire général justement de cette Marianne d'Or nous a donné son avis et son opinion par rapport aux différents récipiendaires qui ont donc reçu cette Marianne d'Or. On l'écoute. Les Marianne d'Or, c'est un peu le César des maires de France. On choisit les meilleurs films, on choisit aux Marianne d'Or les meilleures politiques locales, les meilleures innovations, en tenant compte du bon usage de l'argent public et des besoins de nos concitoyens. Alors on dit souvent que nos concitoyens sont exigeants. Non, ils veulent le nécessaire et pour cela ils payent des impôts. Alors si on fait des innovations qui font économiser de l'argent, on adhère tous et je serais prêt à faire même 1000 Marianne par mois. Donc pour vous aussi, Étienne Wolf, en tant que président de la Cibar, j'imagine que c'est une forme de fierté aussi d'obtenir cette Marianne. Bien sûr qu'on est fiers et surtout reconnaissant à tout le personnel qui s'y est impliqué. Vous savez, quand on vient avec de nouvelles idées, et le directeur de l'époque, Richard Missler, s'est lancé là-dedans, souvent quand on vient avec une nouvelle idée en tant que directeur, on est regardé un peu de travers par l'ensemble du personnel parce qu'on ne comprend pas toujours vers quoi on veut aller. Aujourd'hui, le personnel a suivi son directeur, a joué le jeu et le résultat, et tout le monde en est satisfait. Alors, comme dit, c'est un premier pas et il y en aura d'autres. Merci beaucoup Étienne Wolf, on se revoit très bientôt. Quant à nous, on se revoit à partir de jeudi prochain sur Alsace 20. Merci de nous avoir suivis pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la Cibar. Excellente soirée, à bientôt.